Entre enjeux et défis, une succession d'événements. Une halte sur un fait, une actualité. L'événement qui aura marqué la semaine. L'événement du Sahel. Un rendez-vous hebdomadaire destiné à décortiquer, analyser et commenter l'actualité phare du Sahel. Présenté par Zine Chafaou. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs d'Ifriqiya FM, bienvenue à vous dans l'événement du Sahel, une émission hebdomadaire de 26 minutes destinée à analyser, commenter et débattre des événements phares qui ont marqué la semaine de la région. Le numéro d'aujourd'hui est consacré à la situation politique et sécuritaire au Mali. Il est intitulé « Crise de confiance entre Assimi Goïta et l'opposition politique malienne ». Pour en parler, il y a avec nous Mokrana Touarabi. Bonjour, monsieur Mokrana Touarabi. Bonjour, monsieur Cherfraoui, bonjour aux auditeurs d'Ifriqiya FM et merci pour l'invitation. Merci à vous, c'est nous qui vous remercions, Mokrana Touarabi. Alors, monsieur Touarabi, malgré la levée de la suspension des activités politiques qui avait duré 3 mois, la situation reste tendue entre les partis politiques et les autorités maliennes de transition. Alors, les partis politiques signataires de la déclaration du 31 mars 2024 ont décidé de ne plus collaborer avec le gouvernement de transition au Mali jusqu'à la libération de leurs camarades arrêtés le 20 juin dernier. La coalition regroupe plus d'une trentaine de partis politiques. Ils ont claqué d'ailleurs la porte lors de la rencontre avec l'autorité indépendante de gestion des élections le lundi 15 juillet. La rencontre a pris fin sans aucune information précise sur l'organisation des élections qui doivent mettre fin à la transition. Alors, 11 leaders politiques ont, rappelle-t-on, été arrêtés lors d'une réunion privée chez l'un d'entre eux. Ces opposants sont accusés de tentatives de déstabilisation, atteinte de l'État et troubles à l'ordre public. Alors, monsieur Mokrana Touarabi, comment expliquez-vous la décision des colonels au pouvoir à Bamako de lever la suspension des activités politiques? Comment avait été justifiée cette suspension il y a 3 mois? Mais d'abord, comment vous l'expliquez, cette décision de lever de la suspension des activités politiques? Moi, je pense qu'ils sont en train d'essayer de préparer le terrain pour un éventuel chronogramme électoral qu'ils ont toujours refusé jusqu'à maintenant de fixer, arguant que la situation interne, notamment sur le plan sécuritaire, n'était pas suffisamment préparée pour accueillir une telle échéance électorale, ce qui est bien évidemment ce qui ne tient pas la route, bien évidemment, puisque dans les mêmes conditions on a pu quand même organiser un référendum sur la nouvelle constitution en 2023 qui s'est déroulé de la veille même de l'autorité indépendante de gestion des élections dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, si le conseil de transition, c'est Assimi Goïta, qui est le président de fait du Mali aujourd'hui, a décidé de tenter de reprendre langue avec une opposition qu'il a combattue durement depuis son accession au pouvoir, depuis 2021. Le tournant a été marqué après le deuxième coup d'État de mai 2021. Il faisait partie du premier gouvernement issu du premier coup d'État. Tout à fait. Et là, il y a eu une nouvelle trajectoire prise par lui, à la tête, et une trajectoire qui n'était pas, qui correspondait pas justement aux attentes de la classe politique malienne, de la société civile malienne, de la population, du peuple malien, qui est sorti en 2020 contester justement la politique et la gestion et la gouvernance
Ibrahim Boubacar Keïta, si les populations ont manifesté en 2020, c'est pour un Mali meilleur, c'est pas pour un Mali dictatorial, pour un Mali autoritaire qui empêcherait justement toutes ces forces vives qui ont permis justement et qui grâce auquel le Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta a été chassé du pouvoir. Oui. Si ces populations, si ces partis politiques, cette société civile ne s'est pas manifestée, n'a pas protesté, n'est pas sortie dans la rue, je pense que Assimi Goïta serait toujours un colonel au sein d'une armée qui dépendrait du président Ibrahim Boubacar Keïta. Aujourd'hui, ce qui est contradictoire, mon Étoile Arabi, c'est que d'un côté on annonce la levée de la suspension des activités politiques. Donc vous pensez durement, fermement que cette décision s'explique par la volonté des colonels d'organiser une élection présidentielle? Je pense. Oui. Juste, oui. Alors, d'un côté, vous avez cet aspect-là, mais ce qui est contradictoire, c'est que d'un côté, on annonce la levée de la suspension des activités politiques, de l'autre côté, on continue à arrêter des responsables politiques. Je peux vous donner un exemple. Le 15 juillet dernier, vous avez un proche du célèbre imam Diko qui a été arrêté. Il s'agit de Youssef Daba Diawara, qui était le coordinateur général de la coordination des mouvements, associations et sympathisants CMAS, dirigé par Mahmoud Diko. Tout à fait, la CMAS, donc la coordination de l'imam Diko a été dissoute le 25 janvier dernier. Oui. Elle a été dissoute en 2020, je crois. Hein. Non, elle a été dissoute avant l'entame du dialogue national. Au fait, il y a eu un tournant en septembre 2023 quand les militaires au pouvoir à leur tête, Assimi Goïta, ont décidé de reporter les élections législatives qui étaient prévues en fin d'année. Donc, cette décision a été accompagnée par une série de décisions qui allaient dans le même sens du verrouillage du champ politique malien et qui a au final fini par carrément reporter la présidentielle qui était prévue en février ou mars 2024. 24, bien sûr. Voilà. Donc, elle était prévue en février 2024 pour les deux tours. En fait, février 2024 marquait la fin de la transition. Voilà, marquait à la fois la fin de la transition. C'était prévu, c'était un engagement pris par donc le Conseil de transition malien pour organiser des élections, donc pour le retour à l'ordre constitutionnel tel qu'il a été demandé par l'Union africaine et par la CEDEAO de laquelle le Mali a fini par se retirer. Mais il y a eu cet engagement et au final, le Assimi Goïta, on a décidé autrement. Il a décidé de renvoyer sans date l'élection présidentielle, arguant que la situation sécuritaire n'était pas encore, le pays n'était pas encore prêt sur le plan sécuritaire pour accueillir une échéance, et même qu'il dit qu'il faudrait créer les conditions à une élection qui permettrait de sortir d'avoir un président fort. Voilà. Dans ce contexte, il a argué que l'élection, mais et c'est à l'époque une trentaine de partis politiques ont décidé de co-signer une déclaration commune. C'est la déclaration du 31 mars 2024. C'est 80 partis politiques de l'opposition qui ont signé une déclaration et demandant au Conseil de transition de revenir à un retour rapide à l'ordre constitutionnel à travers l'organisation des élections, en disant que vous avez déjà organisé une élection. Et c'est à partir de là que les relations se sont tendues entre l'opposition politique malienne. Il a interdit l'activité politique. Oui. Et il a annoncé en décembre l'ouverture d'un dialogue. Il s'est retiré de l'accord d'Alger. L'accord de paix d'Alger. L'accord de paix d'Alger. La réconciliation d'Alger, oui. En janvier 2024, il a commencé par ça. Oui. Il a interdit
des associations qui étaient au cœur même des manifestations qui ont fait tomber Ebeka, donc Ibrahim Boubacar Keïta. L'imam d'Eko qui était, il y a eu le mouvement du 5 juin aussi qui était adossé un peu à cette association qui a été aussi empêché d'activer. Il y a eu plusieurs décisions. Vous savez que le 10 mars aussi, le même mois, donc avant, ce qui a amené ces partis politiques à faire la déclaration, c'est qu'il y a eu donc en janvier la dissolution de l'association de l'imam d'Eko. Le 10 mars, il y a eu la dissolution de la coordination des mouvements, donc association de l'imam d'Eko. Le 14 mars, il y a eu la dissolution de la plus grande et la plus influente organisation estudiantine AEM, l'association des élèves et des étudiants du Mali, qui a toujours été dans les combats pour la démocratie au Mali. Le 26 mars, c'était la fin de la transition. Et c'est à partir de là que le 31 mars, les 20 partis politiques et organisations de la société civile au Mali ont réclamé l'organisation dans les meilleurs délais d'une élection présidentielle et la fin de la transition en cours depuis 2020. La réponse de Assimi Goïta, c'était d'interdire les activités politiques. Pire encore... Alors l'armée s'est servi de ces associations pour faire tomber Ibrahim Boubacar Keïta, et une fois Ibrahim Boubacar Keïta chassé du pouvoir, c'est les colonels au pouvoir à Bamako. Finalement, l'objectif principal, c'était pas de remettre de l'ordre au Mali, mais de prendre le pouvoir. Mettre le Mali sur la voie de la prospérité, du développement, de la démocratie, de renforcer la souveraineté du Mali, de chasser, de verrouiller, au fait de repousser toutes les ingérences étrangères à la région et au Mali. Finalement, le principal objectif de ces colonels était de prendre le pouvoir, de s'accaparer du pouvoir et de le garder le plus longtemps possible. On voit que la transition, le dialogue qui a été engagé en avril dernier, il a abouti à quoi? Il a abouti à une prolongation à une prolongation de la durée de transition pour passer de 2 à 5 ans. Les 2 années ont été déjà consommées, mais aussi... Il aura passé presque un mandat à la tête... il a bouclé 4 années. 2020-2024, c'est un mandat. Il a fait déjà un mandat et on ne sait pas combien il va continuer comme ça. Et sachant que lors du dialogue, il y a eu un appel pour qu'il soit candidat à la présidentielle. Donc, une fois il décide de mettre fin à la transition, d'aller à l'élection présidentielle, il devrait être sûr que toutes les conditions sont réunies pour qu'il remporte l'élection présidentielle. Mais s'il veut se présenter à l'élection présidentielle, il devra démissionner de l'armée. Au moins 3 mois avant 4 mois avant l'élection. 4 mois avant, c'est la Constitution qu'il a fait voter en 2023. Voilà, donc effectivement, il faut qu'il enlève l'uniforme, il faut qu'il démissionne 4 mois avant. Mais moi, ça c'est pas difficile. Une fois il a pacifié le champ politique, et on le voit bien. D'un côté, il y a des partis politiques qui sont invités, de l'opposition qui sont invités pour discuter de la situation politique au Mali. De l'autre côté, vous avez des dirigeants qui appartiennent à ces partis politiques, des responsables, des cadres et tout, qui croupissent en prison, ils sont en détention provisoire. Une bonne dizaine en prison. Voilà, une bonne dizaine en prison. Donc il y a une contradiction dans ça. Donc, la volonté, c'est pas 11 leaders politiques qui sont derrière les barreaux au Mali. Tout à fait, et c'est très récent, les arrestations ont été le dernier en date, justement, c'est Youssouf Dabadiawala, qui est le coordinateur général de la coordination. Donc la répression continue, et on vous invite à un dialogue politique, c'est un non-sens, tout simplement. Est-ce que ce n'est pas pour donner un vernis, une crédibilité
au scrutin présidentiel. Oui, c'est un vernis démocratique qu'on cherche à organiser. donner justement à cette élection. Donc ils sont en train de tâter le terrain, de faire un semblant de dialogue. Un deuxième dialogue national qui vient d'être lancé aussi. Tout à fait, un deuxième dialogue national. On a vu à quoi a abouti le premier dialogue. Moi, je ne m'étonne pas que le deuxième dialogue arrive à fixer une date. Oui. Pour une élection présidentielle dans des conditions de répression terrible de toutes les forces vives du Mali. Oui. C'est quand vous il y a un climat de répression. Un climat de répression. Vous avez les journalistes auxquels on interdit de couvrir les activités des partis de l'opposition. Oui. Et vous avez les partis de l'opposition qui sont pratiquement jusqu'à maintenant, même si l'interdiction est levée, mais ils rencontrent des difficultés à continuer à activer. Oui. Et les seules activités apparemment autorisées, c'est quand ils sont invités à participer à des forums ou à un semblant de dialogue national avec les personnalités ou les personnes désignées par les colonels au pouvoir. Donc il est à parier que la prochaine présidentielle, si elle devait avoir lieu dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, ne sera qu'une formalité. Elle ne sera, à mon avis, qu'une formalité dans le contexte actuel des choses. On voit que prise autoritaire de la gestion du pays par les colonels, par Assimi Goïta, je ne vois pas comment ça va être autrement que ça. Aujourd'hui, pour qu'il y ait une élection, en tout cas, on voit il y a des velléités de verrouillage total du champ politique pour ouvrir la voie à une élection qui ne permettrait que justement de perpétuer le pouvoir en place. Assimi Goïta, il est en train pensez qu'il a l'ambition de... Il le cache pas. D'ailleurs, le dialogue national qu'il a organisé, c'est quoi? D'abord, il a été promu au grade de général, ni plus colonel. Oui. Deuxièmement, on l'a appelé clairement à se présenter à cette élection présidentielle. Et ce n'est pas venu de la base. Exactement. On a vu dans quelles conditions ce dialogue s'est tenu. Il a été boycotté par toute la société civile qui était dans le combat contre le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta, mais aussi par l'opposition politique qui a grandement boycotté ce dialogue national. Entre enjeux et défis, une succession d'événements. Une halte sur un fait, une actualité. L'événement qui aura marqué la semaine. L'événement du Sahel. Un rendez-vous hebdomadaire destiné à décortiquer, analyser et commenter l'actualité phare du Sahel. Présenté par Zine Chafaoui. Même problème Nettoir Rabi, donc Assimi Goïta ambitionne de rester à la tête du pouvoir au Mali. La levée de la suspension des activités politiques avait été justifiée il y a quelques jours par le fait que les conditions générales du pays s'étaient améliorées. Est-ce que c'est réellement le cas, Mokhtar Nettoir Rabi? Est-ce qu'il y a une amélioration au plan social, politique, sécuritaire? Justement, on en est où au plan sécuritaire au Mali actuellement? Mais c'est ça, c'est quand même, c'est ça le paradoxe, c'est ça. Oui. C'est étrange d'entendre ça quand on sait qu'il y a 2 mois de cela, on disait tout le contraire. On disait que il y a encore des groupes terroristes qui agissent, qui menacent la sécurité du Mali, qu'il y a encore des choses à faire. Entendre aujourd'hui, du jour au lendemain, que les choses ont changé en 1 mois, 2 mois. On peut pas changer les choses à la fois sur le plan sécuritaire ou sur le plan économique. C'est une baguette magique. Donc il y a pas de. Donc forcément, le calcul est un calcul éminemment politique. C'est un calcul éminemment politique. On a vu quand même Assimi Goïta depuis 2023, il s'y met dans les habits d'un dirigeant, d'un chef d'État. Il est dans le costume d'un président de la République. Il est dans le costume d'un président de la République. Il a participé donc
Alors c'est quelqu'un qui ne voyage pas beaucoup. Il a fait un voyage en Russie une fois pour assister au sommet Russie-Afrique. Tout à fait. Par la suite, il est resté longtemps sans sortir du Mali. Et récemment, il est parti. Il a fait 2 voyages consécutifs. Alors le premier voyage, il l'a fait au Burkina Faso et l'autre à Niamey pour acter la création de l'Alliance des États du Sahel et aussi la confédération qui réunit à la fois le Niger, le Mali et le Burkina Faso. La situation sécuritaire au Mali, globalement, Mokhalla Netwarabi, comment pourrait-on la qualifier ? Comment est-elle dans le nord du Mali, par exemple ? Il y a quelque temps, le Mali, Bamako, ne contrôlait pas ou jusqu'à maintenant, 2 tiers du territoire malien échappait au contrôle de Bamako. Est-ce que c'est toujours le cas ? Le centre de Kidal, au nord, le reste entre Gao et Kidal, il est entre les mains des groupes terroristes. Oui. Plus au sud aussi, c'est pas. Il y a des zones grises où l'armée malienne ne contrôle absolument rien. Le nord du Kidal aussi, c'est laissé aux narcotrafiquants, aux bandits de tout genre. Au fait, l'armée malienne, avec l'aide d'une société militaire privée russe, ils ont pu hisser le drapeau malien symboliquement à Kidal, mais tout aux alentours du centre-ville, c'est pas contrôlé. Il y a eu plusieurs convois, par exemple, de carburant qui ont été attaqués. Il y a eu aussi un vol de cheptel, des vols de cheptel qui ont été commis récemment. Il y a un climat d'insécurité qui règne dans la région et l'armée malienne ne peut pas aujourd'hui revendiquer une victoire sur le terrorisme, soudaine sur le terrorisme ou avoir réussi à recouvrir la souveraineté malienne sur l'ensemble du territoire. La situation se pas complique uniquement davantage. au nord, même au centre du Mali, il y a encore des problèmes sécuritaires à résoudre. Le Mali n'a jamais été stable en réalité. Mais le problème, c'est compliqué, Mokhalla Netwarabi, après la dénonciation par Bamako aussi des accords de paix d'Alger. Donc aujourd'hui, en plus d'avoir affaire au problème au terrorisme, il y a une tension extrêmement forte entre Bamako et les groupes politico-militaires du nord du Mali. Tout à fait, parce qu'il y a eu une dénonciation pour le moment, unilatérale. Je pense que la sagesse a primé pour le moment, mais on ne sait pas comment les choses pourraient évoluer à l'avenir. Tout à fait. Pour le moment, on n'a pas entendu parler d'actions menées par les mouvements politico-militaires du Nord, mais ça risque d'arriver un jour à un autre, tant une solution durable, politique durable à la situation du Nord n'a pas été trouvée, sachant qu'il y a eu un premier dialogue qui s'est tenu sans justement les représentants de cette région, qui est quand même les 2 tiers pratiquement de la superficie du Mali. Et tant qu'il n'y a pas de solution politique à cette crise, un jour à un autre, il y aurait des opérations de ces groupes politico-militaires qui vont être menus, sachant que l'État malien n'est pas vraiment présent au nord du Mali depuis de belle lurette. Depuis au moins 2011-2012. Il ne l'est pas aujourd'hui. Cette situation pèse sur justement la sécurité du Mali, parce que il aurait fallu, je ne vois pas pourquoi un accord de paix serait dénoncé de cette manière. Il aurait fallu, quand on a décidé de se retirer de cet accord, il aurait fallu trouver une solution, se mettre à ramener ces groupes et négocier avec eux une solution durable aux problèmes qui sont posés et qui sont des problèmes d'ordre aussi qui sont liés au développement. Il y a l'insécurité. L'État malien n'a pas pu assurer la sécurité aux populations qui sont livrées aux groupes terroristes, aux narcotrafiquants, tous les bandits. Vous savez, le nord du Mali, c'est un no man's land. C'est tous les trafics du monde. C'est des voies de transition pour les migrants, de transit pour les migrants, pour les narcotrafiquants. Et le problème, c'est que la situation au Mali impacte aussi négativement sur son voisin
voisinage. La Mauritanie se plaint régulièrement. Il y a eu des incursions. Il y a de eu même des assassinats de ressortissants maliens, effectivement, parce que on est dans une forme de volonté de tout contrôler. Donc, on ne fait pas le distinguo entre un groupe terroriste et un citoyen lambda. Donc, le problème, c'est que le Mali entretient des relations exécrables avec pratiquement tous ses voisins. Tout à fait. Avec la Mauritanie, ça fait pour la deuxième fois. Oui. Les Mauritaniens ont fait. Il y a même une forme d'ingratitude vis-à-vis de tous ces pays qui ont beaucoup aidé le Mali à retrouver vous avez au nord l'Algérie, un semblant de stabilité, avec un communiqué, un pamphlet contre l'Algérie, alors que l'Algérie a toujours été présente aux côtés du peuple malien. Du peuple malien, et tout le monde sait. Et c'est à la demande du Mali que l'Algérie a déployé des efforts pour. Tout à fait. Pour régler la crise, crise du nord du Mali. Si elle a cherché justement, c'est parce que à l'époque on lui a demandé, et parce qu'elle a le souci aussi d'aider ce pays voisin, ce pays frère, à consolider sa sécurité et à préserver son intégrité territoriale, qui était primordiale pour l'Algérie en 2012. Et l'Algérie, par la voix de son président Abdelmadjid Tebboune, se dit toujours prête à aider toujours la main. Maliens. Oui. Ils ont dit que l'Algérie, elle est là si on lui demande de l'aide. Elle sera toujours aux côtés du peuple malien pour l'aider à traverser cette situation difficile. Voilà, merci. Nous ne pouvions pas trouver une meilleure fin, Monsieur Mroulanet Touarabi. Alors nous arrivons, chers amis auditeurs et auditrices, au terme de cette émission qui a été préparée et présentée par Sine Cherfaoui. Elle a été réalisée par Hassiba. À la barre technique, il y avait Linda, que nous remercions. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de l'événement du Sahel. Je rappelle que vous pouvez continuer à nous écouter sur Internet. Pour cela, il vous suffit simplement de télécharger notre application sur Play Store. Merci de nous avoir suivis. Bonne écoute avec la suite des programmes d'Ifriqiya FM. Au revoir.